Aux États-Unis, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie après des tornades dévastatrices dans le centre-est du pays. L'État du Kentucky a particulièrement été touché. Les tornades auraient fait entre 70 et 100 morts, rien que dans cet État, d'après le gouverneur. Au Liban, une explosion dans un camp de réfugiés palestiniens a fait un mort. Cela s'est produit près de Tyr, dans le sud du pays. Et puis on connaît désormais les résultats de l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT face à Seydou Bongo-Njoya. Nous en parlerons avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Ces tornades dévastatrices aux États-Unis, elles ont touché le centre-est du pays et notamment l'État du Kentucky où des dizaines de personnes auraient perdu la vie. La ville de Mayfield a en partie été rasée. C'est là qu'on dénombre le plus de victimes. On va écouter le gouverneur du Kentucky. Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky. La confirmation concernant l'identité de chaque victime est en train d'arriver, mais nous allons probablement perdre entre 70 et 100 personnes. Et c'est dévastateur. Ces cartes montrent les 4 tornades, la plus longue étant d'une longueur de 365 km. De son côté, Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. On va tout de suite écouter les précisions de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Mabin. Il nous fait le point sur la situation après ces tornades. Le bilan humain, vous l'avez entendu, est en constante progression puisque le jour n'est levé que depuis quelques heures et que, comme vous le savez, cette série de tornades meurtrières a frappé durant la nuit. 5 États ont été touchés, le Kentucky le plus durement, l'Arkansas, l'Illinois, le Tennessee et le Missouri. Et on peut même y ajouter la Louisiane, ce qui porte à 6 le nombre des États frappés par les tornades. La tornade principale, celle qui a causé le plus de dégâts, a parcouru près de 370 km du nord de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky, ce qui, selon les spécialistes du phénomène, est une distance rarissime, surtout avec cette intensité. D'ailleurs, le Kentucky enregistre la tornade la plus brutale de son histoire. C'est le comté de Grave qui a été le plus durement touché, et notamment la ville de Mayfield, qui totalise pour l'instant le plus grand nombre de morts et les dégâts matériels les plus importants. Dans l'Illinois, vous l'avez évoqué, c'est un gigantesque entrepôt d'Amazon qui a été touché, piégeant une centaine de salariés, parfois ensevelis sous les décombres. À mesure que l'Amérique se réveille ce samedi, les images de dévastation inondent les chaînes d'information américaines et rajoutent à la sidération du public, puisque en temps normal, ces phénomènes sont anticipés par les autorités. Le phénomène des tornades est évidemment bien connu des Américains, y compris sur cette côte est américaine. Mais cette fois, le phénomène semble avoir surpris les experts, puisque dans l'Illinois, notamment, les habitants ne semblent pas avoir eu le temps de rejoindre les abris anti-tornades, ni même les basements, les caves aménagées dans les maisons traditionnelles américaines. Enfin, les toutes premières informations communiquées à l'échelon fédéral confirment le déclenchement du plan d'urgence fédéral, la mobilisation des gardes nationales des États et l'acheminement de moyens d'évacuation exceptionnelle dépêchée par les États voisins et notamment par les forces armées. En clair, tout ce que l'Amérique compte de moyens de secours et de transport militaire ou public sur la côte est des États-Unis s'est figé cette nuit pour se mettre entièrement à la disposition des populations frappées par le désastre. Cette explosion au Liban, près de Tyr, dans le sud du pays, elle a fait un mort. Il s'agit d'un Palestinien. Cette explosion a retenti dans un camp de réfugiés palestiniens. Elle aurait été provoquée par un court-circuit dans un entrepôt qui contenait des bouteilles d'oxygène. Bilal Tarabeh. Dans le camp palestinien de Bourj al-Chamali, au sud Liban, la vie reprend son cours. Les membres des forces armées palestiniennes chargées de maintenir l'ordre patrouillent dans les rues, tandis que les habitants nettoient les dégâts de l'explosion qui a secoué le camp vendredi en début de soirée. Deux thèses s'affrontent toujours pour expliquer la déflagration.
Selon des sources militaires libanaises et l'agence d'information nationale, il s'agirait d'un dépôt de munitions appartenant au mouvement palestinien Hamas qui aurait explosé. Mais selon le mouvement palestinien, le dépôt aurait contenu des bonbonnes d'oxygène destinées aux malades du Covid-19. Bourj al-Chamali est l'un des 12 camps palestiniens situés au Liban. L'armée libanaise n'y rentre pas. Ce sont les factions palestiniennes qui sont chargées d'y maintenir l'ordre. Et justement, notre journaliste Bilal Tarabeh, auteur de ce récit et spécialiste du Liban, était sur notre plateau tout à l'heure. On écoute son analyse. En fait, il y a un deal entre l'État libanais et ses factions palestiniennes qui consiste en substance. L'État libanais délègue à ses factions le maintien de l'ordre au sein des camps pour avoir en fait en échange finalement une certaine paix. Et la seule exception qu'il y a eu à ça, c'était en 2007 dans le nord du pays à Tripoli où un groupuscule islamiste avait pris contrôle d'un des camps palestiniens. L'armée libanaise est intervenue, a tiré sur le camp et c'est la seule fois de l'histoire du Liban et de tous les conflits qu'il y a eu dans le pays où l'armée libanaise est intervenue contre un camp palestinien. Les agriculteurs indiens rassurés par les annonces de leur gouvernement après un an de manifestations contre des réformes agraires aujourd'hui abrogées. Des milliers de protestataires ont quitté le camp sur lequel ils étaient installés près de la capitale New Delhi. Ils estiment que les autorités ont répondu à leurs attentes. Inès Olagaray. Pour une fois, ces embouteillages à la sortie de New Delhi sont bon signe. Ces milliers d'agriculteurs reprennent le chemin de leur village. Le gouvernement vient de céder à leurs dernières revendications. Au vu des promesses faites par le gouvernement, nous avons décidé de suspendre nos manifestations. Nous nous réunirons le 15 janvier prochain et si ces promesses n'ont pas été tenues, nous recommencerons à manifester. Voilà plus d'un an que des milliers de fermiers indiens manifestaient dans tout le pays pour le retrait de plusieurs réformes agricoles. Des lois qui autorisaient les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix. Et sans la garantie des prix fixés par l'État, les petits producteurs craignaient, eux, d'être à la merci des grandes entreprises et de devoir brader leurs marchandises. Face à l'ampleur de la contestation, le Premier ministre indien a fini par faire abroger ces lois le mois dernier. Narendra Modi vient également d'accepter de verser des compensations aux familles des fermiers morts pendant les manifestations et de mettre fin aux poursuites lancées contre certains d'entre eux. Ils se sont inclinés face au peuple et nous les fermiers, nous avons sauvé la démocratie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, jamais Narendra Modi n'avait cédé face à la contestation de la rue. Mais le Premier ministre veut garder l'avantage dans les États du Pendjab et de l'Uttar Pradesh où se tiendront des élections clés dans quelques mois et d'où sont originaires de nombreux agriculteurs ayant pris part au mouvement. Le Maroc gardera ses frontières fermées au moins jusqu'au 31 décembre en raison de la propagation du variant Omicron du Covid-19. Un coup dur pour le secteur du tourisme alors que les vacances de Noël approchent. À Marrakech, capitale touristique du royaume, l'espoir d'une réouverture fait place aujourd'hui à une réelle inquiétude. Regardez ce reportage de Jean-Marie Lemaire. Les annulations de séjour tombent en cascade depuis la fermeture des frontières le 29 novembre. Après 2 ans de difficultés, les agences de voyage commençaient tout juste à voir le bout du tunnel. C'est catastrophique avec toutes les annulations, avec la fermeture de l'aérien, avec tout ça, c'est une catastrophe. Voilà, on essaie de survivre, c'est tout. Autre difficulté, les voyagistes versent toujours des arts aux hôtels pour confirmer les réservations, ce qui complique le remboursement des voyages. Les opérateurs craignent de perdre la confiance de leur clientèle. 80% des agents de voyage, ils ont pris de trésorerie parce qu'ils ont donné des avances et les avances jusqu'à maintenant ne sont pas remboursées. Parce que même les hôtels, ils n'ont pas une trésorerie pour rembourser les agents de voyage. Dans l'hôtellerie, 75% des établissements ont cessé leurs activités. Seuls ceux travaillant avec le tourisme local ou accueillant des séminaires arrivent à s'en sortir et éviter la fermeture ou le licenciement de personnel. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on aille plus loin dans les restrictions
Un couvre-feu serait catastrophique, la fermeture des routes également, enfin, tout ce qui pourrait encore, qu'on a connu par le passé, qui nous enlèverait le peu de clients qui nous restent, c'est-à-dire le marché local, le marché domestique. Marrakech ne vit que par et pour le tourisme, à l'image de la mythique place Jam El Fna, habituellement en effervescence en cette période de fin d'année. À Jam El Fna, il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien. Il n'y a que les locaux de Marrakech qui circulent en ce moment sur la place. Tous les acteurs qui font la réputation de la place sont touchés par la crise. Les chevaux, c'est notre revenu. Si on n'a pas ce revenu, on n'aura rien à manger, ni nous, ni les chevaux. L'activité est en arrêt total, il n'y a rien. Le prolongement de la fermeture des frontières risque d'être fatal pour le secteur. Ça fait 2 ans qu'on tient le coup. Et si on refait la fermeture au départ, ça va être catastrophe pour nous. Il y aura plusieurs restaurants qui vont fermer, les hôtels aussi, les sociétés de transport qui vont déclarer faillite. Seul espoir pour une reprise de l'activité économique, l'annonce d'une réouverture prochaine des frontières du royaume. L'Afghanistan va enfin pouvoir bénéficier d'une aide humanitaire. La Banque mondiale a annoncé que la somme de 280 millions de dollars serait débloquée d'ici fin décembre. Elle avait suspendu son aide depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. On voit ça avec Inès Soulagaraï. Pour beaucoup de familles afghanes, l'hôpital est le dernier recours pour prendre soin de leurs enfants. Depuis le retour au pouvoir des talibans, les médicaments et les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Ces familles ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison et les enfants ont souvent des pneumonies. C'est souvent combiné à de la malnutrition. L'annonce de la Banque mondiale est une lueur d'espoir pour les Afghans. L'organisation qui avait gelé son aide depuis fin août vient d'annoncer le transfert de 280 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cet argent provient de l'ARTF, un fonds composé de multiples donateurs qui coordonnent l'aide internationale en Afghanistan. Afin d'aider les civils sans soutenir le régime des talibans, ces fonds iront directement à l'UNICEF et au Programme alimentaire mondial, 2 ONG implantées depuis longtemps dans le pays. Il est absolument crucial que les donneurs internationaux fournissent de l'aide pour éviter que l'économie ne s'écroule et pour que les services de base puissent continuer à fonctionner. En septembre, l'ONU avait lancé un appel de fonds de plus de 600 millions de dollars pour financer les opérations humanitaires en Afghanistan jusqu'à la fin de 2021. Avec ces 280 millions de dollars, les ONG sur place vont pouvoir administrer 1 million de doses de vaccins, délivrer des médicaments à 12,5 millions d'Afghans, mais aussi fournir de la nourriture à plus de 2,5 millions d'entre eux. Jusqu'ici, les fonds de la RTF étaient la plus grande source de financement pour le développement de l'Afghanistan. Ils représentaient jusqu'à 30% du budget du pays. La Fédération camerounaise de football a élu un nouveau président. Il s'agit de l'ancien footballeur Samuel Eto'o. Il a été élu avec 43 voix face au président sortant Seydou Bombon-Joya qui a lui recueilli 31 voix. Le candidat malheureux aura passé 3 années à la tête de la FECAFOOT. Son élection en 2018, contestée par plusieurs personnalités du football camerounais, a été annulée à la mi-janvier par le tribunal arbitral du sport. On en parle tout de suite avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Bonjour. Quel est le projet de Samuel Eto'o pour la FECAFOOT? Pourquoi son projet a plu comparé à celui de son concurrent? Alors, vous l'avez dit, c'est une élection serrée à laquelle nous avons eu lieu ici à Yaoundé. Eto'o qu'il a donc emporté, vous l'avez rappelé, par 43 voix contre 31 à Seydou Bombon-Joya, son concurrent et président sortant de cette fédération camerounaise de football. Alors, qu'est-ce qui a séduit les électeurs? Vous le savez, Samuel Eto'o a eu une longue carrière de footballeur. Il a été pendant de longues années le capitaine de cette équipe nationale de football et il a surtout prôné un slogan qui était de redonner le football aux footballeurs. C'est donc ce message, paraît-il ou semble-t-il, qui a séduit les 76 électeurs qui se sont donc prononcés cet après-midi ici à Yaoundé. Un programme où il a aussi promis de redorer le blason de ce football camerounais, un football qui, vous le savez, est en crise maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Merci beaucoup Marcel Amoko pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.
Regardez votre programme avec Pchit Magique. Micro-peeling nouvelle génération à effet peau neuve en 30 secondes chrono par Garantia.